Bienvenue à ce bilan de l'année 2024. C'est la 3e année qu'on effectue justement une émission spéciale sur le bilan et que je ne suis pas tout seul et que j'ai des invités que je vais vous présenter immédiatement, même s'ils n'ont plus besoin de présentation. Alors, mes 3 invités pour cette émission, j'ai Christina Michaud, la députée fédérale, Pascal Bérubé, le député provincial, et la préfète de la MRC, Chantal Lavoie. Bonjour à vous 3. Bonjour. Bonjour, Marc. Comme on fait à un début d'année, je vais vous souhaiter une bonne année 2025. Pareillement, toi aussi. À vous toute l'équipe, d'ailleurs. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation-là. Comme je l'ai mentionné, ça fait déjà 3 ans qu'on fait un bilan collectif qui est très apprécié et bien. J'ai des bons commentaires sur cette émission là, quand on fait le bilan. Donc, merci encore d'avoir accepté. Parce qu'on va en parler un petit peu plus tard, mais c'est la dernière fois qu'on se retrouve les 4 ensemble là, pour faire le bilan. Alors, on va profiter de cette dernière. Avant de commencer, justement, avant de parler de l'année 2025, j'aimerais qu'on fasse un petit tour de l'année 2024. Qu'est-ce qu'elle a été pour vous, l'année 2024? Comment vous la qualifiez? On commence avec qui? Oui, la première qui veut C'est se lancer. Christina qui en a le plus à dire sur son Oh année. mon Dieu! Oui, ça a été une grosse année, je pense, pour toi. Oui, quand même. On dirait, là, j'ai une mémoire de femme enceinte, fait que ça va pas si loin que ça, mais j'ai beaucoup la dernière session parlementaire en tête, puis ça a été... j'ai jamais vécu ça en 5 ans à la Chambre des communes, d'avoir un Parlement qui est paralysé par une question de procédure des conservateurs qui fait en sorte qu'il n'y a aucun projet de loi qui a avancé, sauf le fameux congé de taxes que le NPD et les libéraux ont fait adopter. Mais sinon, c'était un automne assez particulier, quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Donc, on dirait que c'est ça qui me reste dans l'esprit là, en terminant l'année. Et c'est dommage pour les citoyens. Je pense que les premières personnes qui payaient ça, c'est les citoyens parce que on n'est pas en mesure de faire le travail pour lequel ils nous ont élus à Ottawa. Donc ça, c'est dommage, en espérant que la prochaine année sera plus productive à la Chambre des communes. En tout cas, je nous le souhaite. Je pense que tu avais eu un peu le même discours au début de la session parlementaire de janvier à juin aussi. Hein? Bien, là, c'est complètement différent. Ce qui se passe en Chambre, là, c'est vraiment siéger 5 jours semaine et on est sur la même question. Donc, il n'y a vraiment pas les projets de loi privés des députés, il n'y a pas les projets de loi du gouvernement. C'est vraiment... On entend des membres du Parti conservateur faire des discours pendant des heures et des heures. Donc, c'est assez particulier comme oui. situation. Oui, toute une année. Pascal, Chantal. Chantal, d'abord. Je pense qu'au niveau municipal, la dernière année, elle a quand même été assez chargée. Au niveau de la MRC, beaucoup de responsabilités qui sont arrivées, des nouvelles responsabilités, beaucoup d'organisations autour de ça. On sait que les responsabilités déboulent, les compétences, bien, le budget ne suit pas toujours. Fait que c'est sûr que pour nous, c'est beaucoup d'ajustements aussi. On voit beaucoup de nouvelles choses qui se font, des planifications. Vous direz qu'on a un petit peu une overdose de planification. Je peux appeler ça comme ça, mais effectivement, puis là, il faut essayer de trouver des liens, essayer d'arrimer tout ça. C'est vraiment ça, là, cette année qui débarque, qui déboule, qui nous amène à nous asseoir puis à travailler très, très fort. Puis je pense que ça, c'est un peu ce qui les OGAT, les orientations gouvernementales en aménagement du territoire, là, ben, les OGAT, ça fait depuis que je suis ma premier mandat comme préfet qu'on parle que ça va être refait et ça a sorti cette année. Et ça, ben, on s'entend que l'aménagement du territoire, c'est quand même un dossier majeur pour chacun de nos territoires. Fait que c'est sûr que ça va être une tangente pour l'année 2025 importante, mais on va en reparler plus tard. Mais c'est quand même ça, je pense, qui a été marquant pour l'année. Le monde municipal est beaucoup en questionnement, parce qu'il faut se battre pour conserver nos acquis. Et pendant qu'on essaie de conserver nos acquis, on n'est pas en développement. C'est peut-être aussi un élément que je dirais pour cette année qui nous a tenus beaucoup en haleine. Et Pascal? Une année, je dirais, régulière, quoiqu'elles ne sont jamais pareilles. Je m'explique, 2022, c'est une année électorale à Québec. 2023, notre communauté matapédienne est marquée par une tragédie qu'on a commémorée pour se souvenir cette année. Marqué essentiellement par, je dirais, le quotidien, dans le sens que moi, ma plus grande fierté, c'est les dossiers individuels, les gens qui s'adressent à notre bureau de circonscription. On a eu de la visite, on a eu des annonces importantes, nouvel hôtel de ville à Amqui, des jeux d'eau à Sébec, toutes sortes d'infrastructures de sport. Là, j'ai ma liste, Saint-Noël, Saint-Vianney. Et
enfin, puis je dis régulière dans le sens que j'espère qu'elle est transitoire vers une grosse année 2025. Téléphonie cellulaire, j'espère tellement que ça soit réglé. Matanamkoui, Sainte-Florence-Matapédia, nouveau régime forestier, on est en attente de ça. Dieu sait que notre communauté matapédienne est profondément forestière. On attend après ça, puis il y a quelque chose pour lequel on n'a pas d'attente, puis on attend quand même tristement. Il y a des compressions qui sont commencées à Québec, en santé, en éducation. 34 millions à aller chercher en santé, uniquement au Bas-Saint-Laurent. D'ici le 1er avril, ça m'inquiète. Donc, 2024, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas d'événement là, majeur, mais le quotidien qui est important pour les gens qui font appel à nous. Donc, on a déjà abordé un peu des sujets qu'on va aborder pendant l'émission. On va commencer, c'est un sujet chaud. On a terminé l'année 2024 avec ça. On va la commencer avec ça. C'est les consultations publiques. Et en 2024, on avait des consultations publiques pour le regroupement des conseils d'établissement. En 2025, ça va être pour des fermetures d'écoles. Mais le 2024, c'est plus pour les regroupements de conseils d'établissement. Ça a créé beaucoup de craintes que des écoles, justement, ferment. Il y en a qui ont été annoncées. Et avec raison, si je peux me permettre. En 2024, on me présente un plan du centre de services scolaires. J'ai une bonne mémoire, je me souviens un peu vers où on s'en va. Mais là, avant d'arriver là, il y a toutes sortes de consultations. Il y en a une, évidemment, pour l'école de Saint-Vianney. Il y en a pour les fusions de conseils d'établissement. Mais on sait très bien que, pour des raisons financières, de vétusté des écoles, de manque de personnel, du nombre d'élèves, il y aura des choix à faire. Et la volonté, pas de gaieté de cœur, ça va être à terme d'avoir moins d'écoles ou de regrouper des écoles. Ça, c'est vrai. Ce que je demande, moi, au centre de services scolaires, puis les élus aussi, on a écrit une lettre au ministre de l'Éducation. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas ce Canada qu'on n'a pas eu de réponse, mais nos courriels sont connus au ministère. Qu'on nous présente ça, là, aux élus, on est habitué de travailler avec ça. C'est quoi vos contraintes? C'est quoi les choix que vous avez à faire? Peut-être qu'on aura des suggestions à vous faire pour aménager ça différemment. On a le concours de la MRC de la Matapédia. Chantal est toujours présente sur ces enjeux-là. Même chose pour la Matanie. Donc, c'est un enjeu qui nous intéresse pas à peu près. La présence d'une école sur un territoire, c'est un signe de vitalité. C'est un signe que les enfants seront toujours là, avoir des cours. Alors, on sait qu'il y aura des choix difficiles à faire, mais avant de prendre des décisions irréversibles, moi, j'aimerais bien qu'on soit consulté et qu'à terme, peut-être qu'à certains égards, on aurait les mêmes conclusions, mais qu'on pourra faire peut-être des choix différents. Je le souhaite. Donc, c'est là qu'on en est. Puis bon, c'est pas simple, mais on est là pour veiller à ce qu'on ait les meilleurs services éducatifs possibles sur notre territoire, le plus près possible des familles. Et il y a... Oui, tout à fait. Effectivement, on est dans la même philosophie que Pascal, mais la MRC a quand même pris une position aussi de façon globale sur tout ce qui a été présenté, puis le plan global. On sait qu'il y a un plan qui est sur la table de travail, on ne sait pas combien de phases. Présentement, on nous annonce ça phase par phase, puis les élus, la position qu'on a, c'est qu'au lieu d'attendre puis d'être réactif à ce qui nous est présenté, on voudrait être en amont, donc être en proaction avec le centre de services scolaires pour se mettre ensemble puis unir nos forces puis regarder. Peut-être que les décisions seront pas éloignées de ce qui se prend comme décision, mais on aura participé à cet exercice-là et on sera capable aussi d'anticiper. Puis c'est un peu ça qui est fâchant pour les élus, parce qu'au lieu de faire partie de la solution ou partie intégrante de la solution, on vous impose la solution. À côté, puis on est comme pris au dépourvu. Fait que on a vu là des fois, il y a une annonce qui est faite sur. Puis tu sais, on entend beaucoup que la loi dit qu'il faut faire comme ça, mais nous on dit on veut pas que vous soyez illégal. On veut que vous respectiez la loi, mais avant d'aller dans le processus légal de consultation, on pourrait s'asseoir, en discuter, puis unir nos forces. Fait que c'est ça le discours des élus. Parce que, comme élus, le conseil de la MRC a pris une position, mais les élus, même si leur école de village n'a pas été nommée, ou de ville, ou de municipalité, ils se sentent en danger parce qu'on ne sait pas vers où on s'en va. Ils n'ont pas été nommés encore. Exact. On ne sait pas l'avenir. Voilà. Donc, on n'a plus d'élus scolaires qu'on connaissait. C'était des gens qui étaient souvent impliqués d'ailleurs dans le municipal aussi. On les connaissait, on pouvait les rencontrer. Là, les décisions vont se prendre où? À Québec. C'est le ministre, notre interlocuteur. Donc,
On se fait entendre. On suit ça. À suivre. Le milieu scolaire il a été touché beaucoup parce qu'il y a eu la saga des cours de francisation. Fait que je pense que le milieu scolaire a été très, très touché en 2024. Avez-vous des mots justement par rapport à ce capotinage-là qu'il y a avec les cours? Le message qu'on envoie aux gens qui ont choisi le Québec et notre région, puis la Matapédia, est épouvantable. On pense que pour vous intégrer en emploi, puis dans votre nouveau chez vous, il faut parler français, puis on leur dit on arrête ça parce que à partir du moment où on manque d'argent, la première coupure qu'on fait, c'est la francisation. Moi, j'ai participé à une manifestation à Matane. Il y avait des cours à Amqui puis à Matane. C'est des gens qui incitaient pour dire, mais avec leur bel accent, mais pourquoi vous voulez plus nous apprendre le français? Imaginez, j'avais le cœur déchiré d'apprendre ça. Et là, on a essayé de raccommoder ça avec un montant qui comblera pas tout. Puis il y a déjà des enseignants et enseignantes qui ont quitté. C'est un gâchis sur toute la ligne. Et pour un gouvernement, moi je veux le dire, qui se proclame nationaliste, une des pires choses que tu peux faire, c'est de couper dans l'apprentissage du français. J'en veux beaucoup au gouvernement pour ça. Et j'espère qu'on va limiter les dégâts puis qu'on va permettre à toutes celles et tous ceux qui ont choisi le Québec d'apprendre le français puis de vivre avec nous cette belle aventure matapédienne ou ailleurs au Bas-Saint-Laurent. C'est une des grandes injustices de l'année, selon moi. Oui, parce qu'on a quand même beaucoup d'immigrants dans la Matapédia maintenant, là. On nous demande comme milieu d'être accueillants, puis de bien les intégrer, puis souvent on dit ça, ils s'intègrent pas bien, ou ben, peu importe, les personnes immigrantes. On a une responsabilité qu'on prend à cœur. Mm-hmm. Quand on entend ça, on se dit, mais c'est quoi l'image qu'on donne? C'est quoi... Nous, comme accompagnateurs des personnes qui arrivent sur notre territoire aussi, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Là, il y a eu du financement qui a été rajouté en fin d'année. Mais voilà, on appelle ça des pinottes. C'est pas tous les cours qui vont reprendre, c'est juste certains. On sait rien, là, au moment où on enregistre, on ne sait pas. Exact. C'est vraiment quelque chose qui est particulier, puis on le sait, la langue. Mais en tout cas, moi, je considère que c'est important de protéger notre langue. Je pense que c'est aussi ça. Fait qu'on nous demande d'être bien accueillant, bienveillant, tout ça. Mais il faut se donner des outils comme collectivité, comme communauté. Puis les cours de francisation, c'est une belle base parce que la communication, c'est le premier lien qu'on a avec des gens. Là, on parle de nos écoles, ça touche nos jeunes, mais dans la Matapédia, comme un peu partout ailleurs, on a une population qui est vieillissante aussi. Ah oui. Mais on a déjà discuté. Oui, ben c'est ça. Ça contraste. C'est ça. Fait que ça serait fun de parler un petit peu de nos... On va pas t'entendre un petit peu, Christina, parce qu'on le sait. Parce qu'on le sait qu'au niveau de... Je suis là. Peut-être que je me rends compte de me considérer comme jeune. J'ai commencé jeune, tiens. On sait que le fédéral, ça touchait moins au niveau des fusions des scolaires, mais là, on va pouvoir t'entendre parler un petit peu sur les aînés, parce qu'on sait qu'on est dans une population de plus en plus vieillissante. Et j'aimerais savoir un peu, au niveau des paliers gouvernementaux, qu'est-ce qui se fait justement pour les aînés aujourd'hui? Bien, vous avez raison de le dire. Au Bas-Saint-Laurent, c'est une personne sur 4 qui a 65 ans et plus. Peut-être, à Québec, Pascal va pouvoir parler plus de soins à domicile. Du côté du fédéral, en tout cas au Bloc québécois, ce qu'on a proposé, c'est une augmentation de la sécurité de la vieillesse pour les 65 à 74 ans, parce qu'on se rappellera qu'il y a eu une augmentation, mais pour les 75 ans et plus seulement. Et le gouvernement, quand on lui pose des questions, nous dit, ben ces gens-là ont encore l'âge de travailler, alors ils peuvent aller gagner leur vie, puis pas besoin de leur augmenter leurs prestations. On oublie que l'âge de la retraite est à 65 ans. Donc, il y a des gens qui ont leurs prestations et ça, c'est fixe. C'est pas comme un salaire qui peut être indexé. Il n'y a pas d'indexation. Et le panier d'épicerie, la hausse des loyers, ça touche tout le monde, qu'on soit un aîné ou qu'on soit jeune ou bon, peu importe. Alors, c'est ce qu'on a proposé. Tous les partis à la Chambre des communes étaient en faveur de ça, donc ça semblait faire l'unanimité. Mais, comme je parlais tout à l'heure, on est bloqué au Parlement, difficile de faire avancer les projets de loi, alors ça stagne et c'est malheureux parce que on sent que les gens en ont besoin. C'est pas rare au bureau ici d'Amqui. J'ai eu des citoyens qui sont venus me voir avec leurs factures mensuelles qui nous disent ben, j'ai de la misère à rejoindre les deux bouts, donc on a besoin d'un petit coup de pouce supplémentaire. Puis ça fait partie des choses que le fédéral peut faire. Avez-vous des choses à rajouter par rapport au niveau de... Ah, mais je peut-être juste parler. On a eu dans la Matapédia le retour du Salon des aînés, qui était un beau succès, qui était... je suis allé voir, il y a des belles ressources pour les aînés. Ça a été un beau succès que cet événement-là revienne. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au dossier des... Bien, c'est sûr qu'au niveau, oui, la population vieillit effectivement, là, ça c'est clair, mais il ne faut pas oublier quand même que
depuis quelques années, on a un petit solde migratoire positif. Je pense que ça veut dire qu'on fait des efforts aussi pour essayer de renouveler. Mais des fois, c'est des personnes qui sont retraitées qui reviennent dans la Matapédia aussi. On n'a pas les chiffres de qui et quoi, mais... Puis, moi, je voudrais peut-être souligner l'apport, justement, collectif que ces gens-là vont faire dans la communauté. C'est souvent nos bénévoles, c'est souvent nos gens très impliqués. Fait que je pense qu'ils méritent aussi qu'on leur amène un petit cachet particulier parce que du bénévolat, c'est pas payant, mais on a besoin d'eux comme... Au niveau social, collectif, c'est une richesse qu'on a besoin. Puis, c'est pas monnayable, là, mais ça, on pourra jamais remplacer ces gens-là. C'est très important. La Matapédia, quand on regarde là, le vieillissement de la population, en fait, c'est pas toute la population qui vieillit, c'est la proportion d'aînés qui est plus grande qu'ailleurs. C'est la bande-annonce de ce qui va se passer pour le reste du Québec. Donc, on sait que c'est tout le Québec, un peu comme les sociétés occidentales, qui aura le défi de répondre aux besoins des aînés qui vont être plus nombreux. Parti québécois, c'est clair que c'est le service à domicile, le soutien à domicile qui est important pour nous, pour les aînés qui le peuvent et qui le veulent. La question de l'hébergement va être tellement importante dans les prochaines années, puis la diversité de l'offre. On a, par exemple, dans un milieu comme la Matapédia, une grande entreprise qui a presque un village au complet, une grande résidence privée. Il existe des plus petites pour qui c'est difficile. Il existe les CHSLD. On en a un à Lac-aux-Saumons, Marianne-Ouellette, où je pense que ça prend des investissements, puis voire même éventuellement un agrandissement, parce qu'on va avoir du monde. L'année passée, on a eu une bonne nouvelle pour les aînés à Lac-aux-Saumons. L'ancienne résidence des religieuses est convertie. Mais je dis ça, mais il va tellement avoir de pression là, sur le réseau de la santé, sur l'ensemble des services. Ça va être un immense défi pour les élus. Alors, voilà un peu à quoi on est confronté. Puis je termine en disant, les bénévoles, Chantal a tellement raison. Les plus fiables, c'est encore beaucoup des aînés. Moi, j'en ai une à qui je veux rendre hommage. Christina la connaît bien également. Francine Néon, qui est décédée quelques jours avant de faire cet enregistrement-là. Une de nos meilleures bénévoles qui est décédée, tout le temps là, fiable. J'espère qu'on a de la relève aussi dans le bénévolat. C'est enrichissant pour tout le monde. Je te rassure, Pascal, parce qu'à chaque année, à la fête des moissons de la MRC, on souligne l'apport des jeunes bénévoles. Bon, ça nous fait qu'on a de la belle relève, on les voit chaque année. C'est merveilleux. Je te rassure. Le temps file, puis juste en terminant, je voulais juste qu'on donne quelques mots parce que je voulais qu'on parle un petit peu du point de la santé. Ouais. Pascal, ça fait des années que tu fais des démarches pour avoir un service d'hémodialyse ici dans la Matapédia. Et en 2024, c'est la MRC maintenant. On l'a toujours demandé. Vous avez fait une lettre maintenant de votre part pour relancer un protecteur du citoyen. Puis là, la dernière nouvelle, c'est qu'il devait y avoir de l'hémodialyse à domicile. Oui. Et là, c'est gelé pour cause des compressions que j'ai évoquées tout à l'heure. Ouais. Alors, vous voyez, là, la Matapédia est doublement pénalisée. On n'a pas le service. Puis ceux qui voudraient l'avoir à la maison, ils l'ont pas. Ça va pas bien. C'est triste. On va continuer. On va continuer de se battre puis de le réclamer. Puis c'est pas... moi, je considère pas qu'on réclame quelque chose. On y a droit. Puis c'est inacceptable dans les conditions actuelles qu'on vit dans... Quand il faut se déplacer avec l'état des routes, avec la température, le climat et tout ça, je pense qu'on est sur une bonne piste en disant que c'est essentiel, ce service-là. Tout à fait. Que le Québec et les provinces sont sous-financés en santé. Il devrait y avoir beaucoup plus d'argent du fédéral qui s'en va dans la santé pour les provinces et le Québec. C'est notre argent qui s'en va là et qui ne revient pas toujours. Donc, ça, c'est dommage. Merci au Bloc qui a fait la bataille. On fait cette bataille-là depuis tellement longtemps. On se le dit à chaque année, quand on souhaite bonne année, le plus important, c'est la santé. Hein? Fait qu'il faut en prendre soin. Là, le temps file. Donc, on va prendre une petite pause. Boire un petit peu d'eau, reprendre son souffle et puis on continue les discussions après. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. On est de retour pour cette émission spéciale du bilan 2024. Si vous venez de vous joindre à nous, eh bien, je suis en compagnie de Christina Michaud, Pascal Bérubé et Chantal Lavoie. On va poursuivre ce qu'on a commencé. Là, j'aimerais qu'on parle de foresterie, d'agriculture et de pêche, parce que je pense que ça l'a fait la une beaucoup en 2024, ces trois thèmes-là. On peut peut-être commencer par l'agriculture. Il y a eu des rassemblements
en mars et en avril à Rimouski, en Gaspésie. Les agriculteurs demandent du soutien, je pense que plus que jamais. Alors, j'aimerais savoir au niveau des différents paliers, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Où est-ce qu'on s'en va? Et où la problématique maintenant? Bien, je peux peut-être commencer. C'est sûr qu'on parlait de la hausse du coût de la vie tout à l'heure. La hausse du coût des intrants pour les agriculteurs, ça fait mal. Et il y a du soutien qui vient du gouvernement depuis plusieurs années à travers différents programmes, mais c'est toujours un peu mal adapté, en tout cas au fédéral. Ils essaient de faire des programmes qui fait pour l'ensemble du Canada, alors qu'on a des spécificités régionales, québécoises. Alors, ça fonctionne pas toujours. Les agriculteurs demandent plus de soutien et surtout qu'on protège des modèles qui existent, avec lesquels ils travaillent depuis plusieurs années. C'est pour ça qu'au Bloc québécois, on a déposé un projet de loi pour protéger le modèle de gestion de l'offre québécois. On a vu dans les dernières années des agriculteurs qui en payent le prix encore aujourd'hui, qui vont le payer toute leur carrière, la façon dont, dans des négociations internationales, le gouvernement fédéral a fait une brèche dans la gestion de l'offre. Alors ça fait extrêmement mal. Alors on veut s'assurer que ce soit plus une monnaie d'échange dans les prochaines négociations avec les autres pays, protéger ce modèle-là qui fonctionne bien. Mais au-delà de ça, il y a vraiment la hausse du coût des intrants qui fait mal aux agriculteurs et c'est ce qu'ils ont réclamé, c'est ce qu'ils continuent de réclamer. On voyait un de leurs slogans, là, « Votre faim sera notre faim ». Et on oublie que 3 fois par jour, quand on met des aliments dans notre assiette, ben c'est un peu beaucoup grâce aux agriculteurs de chez nous. Alors, on leur doit au moins ça, ce soutien-là et cette écoute surtout. Et c'est pas rare d'entendre des agriculteurs qui ne se sentent pas écoutés et des agriculteurs et agricultrices qui ont peut-être peur de partager aussi des fois et ils sont ensevelis sous la paperasse, sous le travail. Alors, c'est difficile aussi d'aller faire des doléances, mais on est là, en tout cas, je sais que dans la Matapédia, on est assez à l'écoute de notre monde pour pouvoir porter ces recommandations, ces demandes-là au gouvernement, mais clairement, il faut en faire plus. 2024, c'est une année de mobilisation partout au Québec, de colère, de désespoir. D'ailleurs, ça a commencé dans notre région à Rimouski, la première grande manifestation. Je me souviens que j'y étais, mais je n'étais pas seul. Il y avait énormément d'agriculteurs, d'agricultrices, de tracteurs, de gens de partout dans l'est du Québec qui disaient essentiellement on n'est plus capable de vivre, on a trop de pression, on veut sentir que l'agriculture, c'est un dossier majeur à Québec. Il y a eu quelques annonces du ministre qui est très attentionné, là, j'en doute pas, mais c'était pas suffisant. Plus récemment, cet automne, on a fait une sortie avec la MRC de la Métis, mais il y avait également des producteurs agricoles de la Matanie, puis on sait que ceux de la Matapédia étaient avec nous, sur comment on assure de la relève agricole, comment on réussit à se tirer un revenu, comment on réussit à redonner de l'espoir. C'était les plus jeunes qui étaient là. Ça m'a beaucoup touché. C'est un message fort qui a été envoyé. D'ailleurs, dans la Matapédia, on peut se réjouir qu'une des relèves agricoles les plus actives, c'est dans la Matapédia. Énormément d'activités, un esprit d'équipe très, très fort. C'est assez unique. Donc, on a ça. Et plus récemment, la question de l'appropriation des terres. La MRC voisine, la Métis, a fait un bilan de ça. On n'est pas à l'abri dans la Matapédia que des terres soient vendues à des gens de l'extérieur qui les exploitent pas, qui spéculent avec ça. On aura un nouveau régime protection du territoire agricole. Le projet de loi a été déposé il y a quelques temps, donc on va le regarder avec attention. Et tantôt, j'ai dit région forestière, la Matapédia, région agricole, pas à peu près, aussi. Alors, ça fait partie tout au cœur de l'aménagement du territoire puis de ce qu'on fait comme travail. Justement, en parlant de ça, tu as fait une motion qui a été battue il y a plusieurs, au niveau qui concerne la sériculture aussi. Là. Il y a du travail qui se fait, mais ça bloque. Là. Des fois, les agriculteurs sont aussi des acériculteurs, donc il y a là un enjeu. On attend le régime forestier, puis on a hâte de voir ce qui va arriver. Puis sur l'agriculture, quand je regarde le travail que la préfète a à faire sur le territoire, c'est beaucoup un territoire agricole. On a du monde, on a aussi beaucoup de territoires agricoles. Oui, c'est ça, justement. Par rapport à ça, il doit y avoir beaucoup d'agriculteurs qui se tournent vers la MRC, qui vous demandent des... C'est sûr que nous, on travaille beaucoup avec les agriculteurs, on travaille avec le milieu forestier aussi. Puis je dirais que c'est sûr que, on sait, là, au mois de décembre, il y a toujours nos fameuses boîtes cadeaux qu'on fait, puis pour encourager aussi. Mais je vous dirais que quelque chose aussi je veux pas répéter ce qu'ils ont dit, mais je partage entièrement ce que Christina et Pascal ont dit, mais il y a peut-être toute la question de l'achat local. Ça, je pense qu'il va falloir prendre le temps de bien y réfléchir.
pas rien qu'en agriculture, mais je pense que c'est quelque chose, c'est un dossier majeur, parce que quand je parlais de services de proximité, ça fait aussi partie. Mais la saison, on parle souvent de saisonnalité de l'emploi, mais c'est pas la saisonnalité de l'emploi, c'est pas l'emploi, les gens qui occupent ces emplois-là, puis je fais du pouce un peu sur toute la question de l'assurance-emploi, justement. Fait que, il y a quelque chose là qu'il faut qu'il soit travaillé. On a parlé de baisse des taux d'immigration. Hein? Les travailleurs étrangers pour nos entreprises agricoles, forestières et transformation du bois, c'est quand même une main-d'œuvre hyper importante. Fait que ça va être un dossier qu'on va devoir surveiller de très près parce que effectivement, il y a des enjeux qui sont là aussi. Parce qu'il y a beaucoup, comme juste la vallée de la Framboise, qui engage beaucoup de Oui, la Serve le fait aussi, Cédrico, Damabois, bon, je les nommerai pas tous, on les connaît quand même. Puis un autre élément aussi, évidemment, nos voisins américains sèment beaucoup d'inquiétudes chez nos entreprises, chez nos travailleurs forestiers, agricoles et tout ça. Fait que ça, il va falloir surveiller ça de très, très proche aussi. C'est un gros... puis, évidemment, au niveau de toute la modernisation du régime forestier, c'est quelque chose. On sait qu'au Bas-Saint-Laurent, entre autres aussi, là, parce que j'ai un petit chapeau Bas-Laurentien avec qui je travaille, il y a tout le projet sur l'emploi forestier où on essayait de maintenir les gens... Heureusement que la MRC de la Matapédia et ses autres MRC étaient là pour supporter ça, parce qu'il ne fallait pas attendre après le ministère des Forêts. Donc, moi, je peux c'est ça. Fait que c'est quelque chose qui est important parce qu'il y a encore des métiers qui doivent être faits manuellement. Et là, on s'en va vers la fin de ces métiers-là, puis les machines ne pourront pas le faire nécessairement. Fait il y a des gros enjeux pour ces secteurs-là. On le sait que c'est les deux secteurs, la foresterie et l'agriculture, les deux secteurs d'activité importants pour la Matapédia. Fait que c'est sûr que ça nous tient à cœur puis qu'on travaille très, très fort là-dessus. Fait que, on peut peut-être rajouter des petits mots un peu sur la foresterie, parce que là, il y a un investissement qui s'est fait dernièrement aussi pour le reboisement des forêts, autant public que privé. Il faut voir qu'est-ce qui va nous revenir. Oui, suivant avec la tondeuse d'épinettes, les feux de forêt et tout ça. Fait que là, il y a un investissement qui se fait, mais il s'en fait pas assez, là, parce que là, les forêts, c'est important aussi. Je pense que c'est Chantal qui a le point le plus important. Les ressources humaines. On avait un beau projet pilote au Bas-Saint-Laurent pour mieux rémunérer les métiers durs, là. Très, très durs à faire. Puis ça a tombé, c'est-à-dire que le ministère a arrêté de financer, puis pourtant ça fonctionnait bien. On l'a maintenu et c'est pas pour rien que je félicite la MRC et les autres MRC qui ont mis de l'argent pour quelque chose qui est fondamental et que j'applaudis, c'est supporter les travailleurs de la forêt. On a fêté le 50e anniversaire de la Serve de la Vallée cette année. Ça s'est fait au prix de beaucoup d'efforts de gens en forêt. C'est très, très dur et on leur doit beaucoup dans la Matapédia. Donc, bravo à la MRC d'avoir fait ça. Et encore une fois, le régime forestier va faire foi de tout pour la suite. On a hâte d'en avoir plus d'infos là-dessus. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour protéger nos forêts. Effectivement. J'aimerais dire qu'on parle peut-être un peu des pêches, Christina. Je sais que c'était un gros dossier en 2024. On a entendu des histoires tristes, des gens qui ont vendu leur bateau, qui ont dû arrêter de faire ce qu'ils faisaient parce que ça marchait pas. Puis il y a eu beaucoup de manifestations. Ça a été difficile. Là, on en est où au niveau de la pêche? Bien, 2024 a quand même été une grosse année avec le déclin de la crevette, l'incendie de l'usine de crevettes à Matane aussi. Alors ça a été assez marquant. Des pêcheurs qui se retrouvent avec aucune certitude s'ils vont pouvoir sortir sur l'eau parce que, il va falloir que le gouvernement leur dise qu'est-ce qu'ils peuvent pêcher, combien ils peuvent pêcher, à quel moment. Alors eux, est-ce qu'ils ont assez de revenus pour supporter une sortie en mer? C'est pas prouvé à l'heure actuelle. Là. Les informations arrivent au compte-gouttes et c'est ça que les pêcheurs déplorent. Et depuis plusieurs années, nous on dit, les meilleures personnes à aller consulter, là, c'est les gens qui sont sur l'eau. C'est les pêcheurs qui voient, y a-tu plus de maquereaux, y a-tu plus de telle espèce, y a-tu moins de telle espèce. Et il y a comme cette barrière entre le MPO, le ministère de Pêche et Océan Canada, et les pêcheurs. Alors, la communication se fait très mal. On essaie de mettre ces gens-là à la même table au Bloc québécois. On a fait plusieurs colloques sur les pêches un peu partout en Gaspésie. Le prochain, on veut le faire aux îles de la Madeleine. C'est toute une communauté qui doit mieux se parler aussi avec les maritimes. Alors, beaucoup de chamboulements avec les changements climatiques aussi. C'est une des raisons du déclin de la crevette, malheureusement. La hausse de la température de l'eau, la baisse de l'oxygène dans l'eau, etc. Donc, je pense qu'il faut être à l'écoute, mais aussi avoir une vision plus à long terme et plus écosystémique, si on
veut, parce qu'en ce moment, on a l'impression qu'on regarde chaque espèce en silo au lieu de regarder ça comme un tout. Alors, ce sera à suivre en 2025. C'est ça, parce que ça avance pas même si ça avance pas rapidement pour les pêcheurs, c'est leur gagne-pain, ils veulent savoir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça aussi. Là. À Québec, on fait pas beaucoup de pêche, sauf de façon détournée. Je vais quand même dire qu'on a investi sur une station de nettoyage d'embarcation à Sébec puis à Val-Brillant. C'est mon lien avec la pêche. Le plus proche, c'est le lac Matapédia. Bon, c'est bon. Ces projets-là, il va en avoir d'autres aussi. À Amkoui, on a une ça aussi. fait partie des bonnes pratiques maintenant pour éviter des contaminations. Le lac Matapédia, c'est notre point central de ralliement pour la Matapédia. Donc, trouver un lien quelconque avec la pêche, c'est celui-là. Oui, moi, ça tombe. Ah, C'est pas perdu grave, la on bourse. va le retrouver. Si c'est tout ce qu'on a perdu en 2024, c'est pas si mal. OK. C'est pas grave, On continue. on arrangera ça à la pause. On arrangera ça à la pause. On continue. Je veux qu'on parle maintenant d'environnement, parce que c'est important, l'environnement. Il y a plusieurs choses qui vont se faire. À la MRC, il y a un plan climat qui a été mis en place, un nouveau projet. En train de le mettre en place. On a engagé une ressource qui est en train de le faire. Ça a été parti en 2024. Exact. Il y a quelque chose qui s'en va en direction au niveau de l'environnement. Ça fait partie des nombreuses planifications dont je parlais en début en introduction de la rencontre d'aujourd'hui. On parle des plans climat, on parle des plans de, là je sais pas les bons termes, là, mais au niveau des milieux humides, hydriques, il y a tout ça qui rentre en considération. On a un projet qui s'appelle l'éco-territoire habité aussi. Comment... Puis là, on s'en va dans les schémas d'aménagement aussi, on va revoir ça. Fait qu'il faut regarder, puis là, c'est là que je disais tantôt, il faut avoir comme une vision globale, essayer de mettre tout ça, arrimer tout ça, de faire des liens entre tout ça, parce que faut pas dire une chose de la main gauche, faire autre chose de la main droite. Fait qu'on est là-dedans. Oui, il y a eu une personne ressource qui est à la MRC, là, qui a été engagée pour travailler là-dessus. Ça va se faire en concertation avec les gens, les organisations, les entreprises, la population aussi, donc il va y avoir des activités, des consultations. C'est une grosse planification, c'est important aussi, il faut le dire, avec les changements climatiques et tout ça, puis même avec notre service de sécurité incendie, là, on a travaillé justement en sécurité civile, on a fait des planifications en lien aussi avec le climat, les conditions climatiques qui changent avec les événements qui pourraient arriver par rapport climatique, mais aussi plus large que ça, les inondations, tout ça. Fait que c'est climatique quand même, là, ça a un lien. Fait qu'on est très proactif dans la Matapédia, c'est sûr, mais souvent on a ce qui est difficile en plus, c'est que toutes ces planifications-là doivent être cohérentes l'une envers l'autre, mais les délais de livraison sont pas toujours cohérents. Fait que on fait du mieux qu'on peut avec ça, puis évidemment, il y aura aussi des projets qui vont découler de cette planification-là. Fait que c'est un travail qui se fait pas en claquant des doigts, là, mais on va suivre ça. Au moins, c'est enclenché. Oui, c'est enclenché. Bon, on est parti, on est dans la bonne direction, on s'en va à la bonne place. Oui, monsieur. Et puis, un beau projet qui a eu lieu en 2024, c'est la plateforme Embarque BSL. Pour le covoiturage qui touche beaucoup, là, c'est ce qui est très... Honnêtement, c'est en attendant d'avoir notre transport collectif inter-MRC. Oui, c'est ça, parce que mais ça, c'est un beau dossier aussi qui va se poursuivre parce qu'on attend toujours la réponse qu'on a besoin. On a quand même... On a eu une réponse, mais elle n'est pas bonne. Non, mais nous, on veut la réponse, la bonne. On veut la bonne. Ça. Parce qu'on a quand même un argumentaire, on a un beau dossier fait pour ça aussi. Puis on fait cheminer. Des fois, ça prend du temps. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet-là. Absolument. On ne baissera pas les bras à la première. Transport-environnement. Chantal évoque le dossier transport qui est l'enjeu numéro 1 pour voyager d'une MRC à l'autre, le transport collectif. Même pour améliorer inter-MRC. C'est un projet qui a l'appui de tout le monde au Bas. Rimouski a un peu le statut à part parce qu'ils ont déjà un réseau. Ils sont avec nous pareil. Ils supportent. Et ils ont fait une demande au gouvernement qui a quand même tenu son caucus à Rimouski. La réponse est négative. Mais ils ne lâcheront pas et c'est une façon de parler d'environnement. Sinon, un des principaux enjeux pour l'établissement des gens dans une région, c'est la qualité de l'environnement. Et on a ça. Il ne faut pas le prendre pour acquis. On a tous un effort à faire. Ouais. Les municipalités, les entreprises, les citoyens. Quand je suis arrivé en politique en 2017, c'était beaucoup moins présent. Maintenant, c'est un enjeu majeur. Tant mieux. On a tous quelque chose à faire. Et c'est pas fini. Il y a de l'innovation, il y a de la mobilisation, il y a de l'éducation à faire. Les députés dont je suis ne sont pas insensibles à ça. Au contraire, on y participe beaucoup. J'aimerais qu'on termine ce bloc-là avec les belles nouvelles de 2024 à chaque année.
Nos députés travaillent fort pour avoir des subventions, pour avoir des beaux projets. On pourrait peut-être revenir sur les... Tu nous nommais un petit peu quelques-uns tantôt. Ben, les jeux d'eau à Sébec. Nouvel hôtel de ville à Amqui. La ministre des Affaires municipales est venue sur notre territoire. Là, on se souvient de ça. D'ailleurs, elle s'est appelée, elle dit comment ils font pour avoir des subventions. J'ai même pas ça dans mon comté parce qu'il y avait une piscine à Matane. Je me souviens qu'elle a dit jeux d'eau à Sébec. J'étais là avec Chantal. Je pense que Christina était là aussi. Il faisait chaud. Une invitation à aller te baigner avec le maire en plus. Que j'ai refusé. Non, il avait dit douche. Ah, douche. J'ai refusé. À titre, finalement, on a la réponse là. à titre préventif. Station de nettoyage d'embarcation, on l'a évoqué avec la MRC. Complexe sport extérieur Saint-Noël. Surface multisport Saint-Vianney. Nouveau étang aéré à Valbriand. Téléphonie cellulaire. Il se fait des travaux présentement pour deux sites importants. D'ailleurs, ça, c'est le gouvernement fédéral qui a abandonné un peu ses responsabilités. Là. Le Bloc parle de ça depuis des années. Québec a repris ça au bon. Puis évidemment, il y a toutes sortes de visites ministérielles qu'on a eues, de gens à qui on fait la promotion de ce qu'on est, de ce qu'on a besoin. Ce matin, j'étais avec le communautaire. Ils font des petits miracles, c'est pas connu, mais c'est important. Donc oui, beaucoup de beaux projets. Un des prochains, selon moi, sur lequel il faut investir, c'est des nouvelles places en CPE. On a beaucoup de pression là-dessus. On a de la place pour en aménager d'autres. T'avais-tu d'autres projets qui ont pas été nommés? Oui, absolument. Avec le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, on a à chaque année, la Matapédia, on bat des records. On a toujours... Absolument. C'était 712 000 $ pour Avignon, l'Amitié, ce matin de Matapédia au complet, mais c'est la Matapédia qui a eu la part du lion avec plus de 340 000 $. Donc, j'ai la liste de projets, les Jeux d'eau de Québec, on en a parlé. La construction d'un bloc sanitaire à Amqui, club de curling Vallée, 25 000 $. La salle de 50 ans et plus de Saint-Vianney, même chose, 25 000 $. Club des 50 ans de Cozapscal. Service des fermières de Lac-Amqui. Puis Kay Cozap qui a eu un 20 000 $. Donc, plein de beaux petits projets ici et là. Puis, il ne faut pas hésiter, hein, les organisations. Je sais que c'est des bénévoles pour la plupart qui n'ont pas beaucoup de temps ou qui ne savent pas trop à travers la paperasse comment faire les demandes et tout ça, bien, au bureau de circonscription à Amqui, Marjolaine est là. On est là pour aider les gens à remplir leurs demandes. On fait des lettres de recommandation et c'est pour ça que la Matapédia, je pense, a reçu beaucoup de sous cette année parce qu'on a une belle collaboration avec ces gens-là et dès que quelqu'un nous parle d'un projet qu'il a, on pense au programme Nouveaux Horizons pour les aînés. C'est jusqu'à 25 000 $ qu'on peut aller chercher. Ça peut faire la différence pour des beaux petits projets. Bien, bravo, félicitations pour ces beaux projets qu'on réussit à réaliser. Puis ça l'aide pour la vitalité de la région aussi. Là. Moi, j'ai pas. Je savais que mes collègues allaient sortir tellement de projets que moi, j'ai sorti des chiffres. Parce que, il y a une affaire, par exemple, comme 2024 est très frais, j'ai pas les derniers chiffres de 2024. Fait que j'ai quand même sorti ceux de 2023. Fait que c'est toujours un peu similaire. Fait que c'est sûr que pour la Matapédia, là, on parle d'environ... C'est plus de 1/2 là, qui est en argent, là, 638 000 $ et quelques sous. Pour les entreprises et les organismes du milieu, il y en a 230 000 qui sont en forme de prêt, 408 000 en subvention. Ça crée, en 2023, c'était 21 emplois pour consolider 408 emplois. Fait que c'est pas négligeable l'impact qu'on a dans le milieu. Puis si on prend tout le... Parce que nous, on donne une partie en argent, en subvention ou en prêt, mais il y a une contribution qui vient des organismes et tout ça. Fait qu'on parle d'un investissement de 13,6 millions au global, là, tout inclus, pour nos entreprises et nos organismes matapédiens qui ont été déposés auprès des fonds de la MRC. Fait que, puis, on est souvent dans les annonces parce qu'on travaille souvent ensemble aussi. La MRC de la Matapédia, à plusieurs égards, est modèle en ingénierie dans plein de domaines. Elle fait figure je dirais, de leader. C'est très agréable de travailler. Il y a beaucoup de professionnels de qualité. Alors, je veux saluer Chantal et son équipe. Tout au long de l'année, on peut compter sur cette équipe-là. Et puis, pour les élus, ça rend les choses plus faciles. Et Chantal a toujours, elle l'a pas avec elle, une liste des revendications à jour. Là, elle l'a pas loin. Je ne l'ai pas amenée ici parce que je ne rencontrais pas mes députés. C'est la seule qui fait ça depuis que je suis en politique. Le préfet qui a toujours son matériel. Chapeau pour ça, c'est toujours très précis. Je vais transmettre les bons mots à mon équipe. Ça fait qu'on a encore eu une belle année là, à ce niveau-là dans la Matapédia, encore des beaux projets qui se sont réalisés. On va prendre une petite pause. Le temps passe vite hein, quand on est en bonne compagnie. On va faire une petite pause pour revenir après. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout.
Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On est de retour pour le dernier bloc de cette émission Bilan. Et cette dernière partie, on a consacré les 2 premières parties à l'année 2024. Cette dernière partie, je veux qu'on la consacre à 2025. On commence une nouvelle année. On va savoir qu'est-ce qui attend mes invités pour 2025. Donc, Christina Michaud, Pascal Bérubé et Chantal Lavoie. On commence une nouvelle année. On en a parlé un petit peu au début dans le premier bloc. Il va y avoir encore des consultations publiques, mais cette fois-ci pour des fermetures d'écoles. Donc, ça va être une grosse année encore, je pense, à ce niveau-là, là, de travailler sur les fermetures d'écoles. Vous aviez demandé d'être plus impliqués. Ils ont déjà lancé le processus, donc ça veut dire que vous ne serez peut-être probablement pas plus impliqués là, pour ça non plus. J'imagine que ça reste à voir, ça va réagir, vous allez travailler. C'est très souhaitable. C'est dur de contourner une préfet au suffrage universel, un député, des élus municipaux. Puis beaucoup de parents qui ont des questions. Hein. On a vu la consultation d'Amqui. C'est souhaitable. On travaille tous dans le même sens. On veut que la Matapédia soit active puis qu'elle soit bien desservie en termes de services scolaires. Puis, moi, ce que je dirais, c'est que le processus, ce qui est difficile aussi dans le processus pour les élus, c'est qu'on est comme dans des argumentaires qu'on ne peut pas questionner. On ne peut pas, parce que dans les consultations qu'on a vécues en 2024, on consultait les comités de parents qui, eux, avaient le droit de poser des questions, tout ça. On consultait les conseils d'établissement. On faisait une consultation publique. Mais les personnes qui sont assises en avant écoutent la population, écoutent, prennent acte, reçoivent des avis. Mais il y a pas, on ne peut pas questionner le document argumentaire qui est là. On ne peut pas avoir des précisions, parce que moi, quand on me dit, puis je l'ai nommé à plusieurs reprises, quand on me dit que c'est dans une considération de pénurie de main-d'œuvre, de désuétude des bâtiments, prouvez-moi-le. Bon, la pénurie de main-d'œuvre, j'ai moins de misère à l'accepter, là, mais désuétude des immeubles, comment ça on est dans cet état de désuétude-là? Ça aussi, c'est une question qu'on aimerait poser. Puis il y a eu des écoles où il y a eu des investissements, puis on part de fermer. Ça, les élus, ça les questionne. On va faire quoi avec ces bâtiments-là? On va les refiler aux municipalités alors qu'on dit qu'ils sont désuètes. Il y a vraiment quelque chose à la base là qui est à faire. Il va y avoir des questionnements à faire là, cette année. Il faudrait prévoir dans le processus de consultation une séance d'information ou de questionnement, là, mais pour être capable d'avoir ces informations-là et de mieux comprendre tout le processus en œuvre. S'il y avait un dossier, là, pour ne pas en nommer plein, là, mais le régime forestier à nouveau, ça va être très important pour l'avenir de la Matapédia. En quoi ça va aider? On a des grandes usines, on a des travailleurs forestiers, on a des coops forestières, on a des commerces qui dépendent de ça. Il y a eu toute cette saga à cause abscale sur cette quincaillerie là, qui est liée de près. Pourquoi les gens sont aussi attachés que ça? C'est lié à un service de proximité, mais c'est lié à la forêt aussi. Donc, moi, je trouve que cet enjeu-là, qui est méconnu pour l'instant, va être un enjeu très important pour la Matapédia en 2025. Et je vais le suivre de près, d'autant plus que la ministre qui le présente n'est pas trop loin. Elle est juste à Rimouski. Alors, j'espère qu'elle sera sensible à la réalité. À la réalité de la Matapédia, qui est bien connue en termes forestiers. Je veux qu'on parle aussi des gestions des matières résiduelles, parce qu'en 2025, il va y avoir un nouvel écocentre à Amqui. Bien, il est en déménagement pendant le temps des fêtes. Fait qu'il va ouvrir. Ça ouvre là, début janvier. C'est ça. Mi-janvier, là, ça ouvre. Un nouveau site. Oui, effectivement, avec beaucoup plus fonctionnel, avec l'espace aussi, avec plus de possibilités, là, parce qu'on tant qu'à réaménager, il faut le réaménager pour l'avenir aussi, pour pas que dans 2 ans ou dans 5 ans, on dise c'est plus adéquat. Fait qu'on essaie de réfléchir ça en ce sens-là aussi. Mais, écoutez, comme vous, j'ai hâte de voir comment on va pouvoir interagir là, mais je pense que c'est un choix qui était devenu absolument important, là, même au niveau sécurité des employés sur place, sécurité des usagers qui allaient aussi des clients. Fait qu'en tout cas, on a hâte de voir comment tout ça va se dérouler, mais moi, je suis plutôt positive. Là. On était rendu là pour ce site-là, mais moi, je pense que 2025, c'est l'année des choix. Pas que, même comme citoyen, il va falloir faire des choix dans la façon la réutilisation ou la consommation par rapport à tout ça. Parce que, oui, on a des écosites, mais le traitement des matières résiduelles,
dans sa globalité, c'est un des postes budgétaires qui est plus dispendieux pour la société. Fait que je pense que comme consommateur, à la base, il va falloir qu'on fasse des choix. Comme élu, il va falloir faire des choix. Mais je pense que la société, si je prends tous les dossiers, pas juste environnementaux, le 2025, c'est une année de choix. Des choix pas toujours faciles, mais ça va être des choix qui vont... je pense que c'est ça l'année qui s'aligne dans l'avant de nous. Puis dans le même sujet, depuis le 1er janvier, là, c'est la régie intermunicipale qui gère maintenant les matières résiduelles. C'est plus les municipalités. Fait que ça, c'est un gros changement aussi. C'est une municipalité qui continue de payer, par exemple. Oui! ça va pas changer. C'est important. Non, mais c'est important. Ils sont jamais loin, Marc. C'est important parce que c'est une responsabilité municipale. Donc, effectivement, la compétence a été redéléguée, mais à la base, c'est quand même... Fait que chaque bac ou chaque matière qu'on ne produit pas, ben, c'est ça de moins qui coûte aussi. Puis juste avant de changer de sujet, est-ce qu'il va y avoir du nouveau développement en 2025 sur le dossier du site d'enfouissement Saint-Moïse? Ça fait longtemps qu'on n'entend plus parler. C'est pas qu'on n'entend plus parler, mais c'est parce que présentement, ils sont en étude environnementale. Okay. Donc, il y a plusieurs phases dans une étude environnementale. Ils ont déposé les documents requis. Il y a des ministères qui se penchent sur le dossier. Après ça, ils posent des questions, donc on répond aux questions. Ça fait 2-3 fois là, que ce processus-là. Donc, quand toutes les réponses sont fournies puis les ministères n'ont plus de questions, à ce moment-là, ils considèrent que le projet est recevable. Et là, on s'en va dans un BAP, un bureau d'audience publique, qui va justement analyser, recevoir les avis, puis c'est comme une consultation publique, finalement, c'est une consultation publique. Et là, on va voir par la suite les recommandations et tout ça. 2025, ça va être une année d'élections. Oui. Il va y avoir les élections. Il va y avoir des... Non, pas pour Pascal, on te garde encore au moins un an, on est correct. Mais il faut qu'il fasse ses choix pareil. Oui. C'est déjà fait, mais je veux dire. Poser la question. Il va y avoir les élections fédérales et les élections municipales. Élections fédérales, on le sait que même si tu te représentes, Christina, on te perd comme députée parce qu'à cause du redécoupage électoral, tu te présentes dans une autre circonscription qui ne représentera plus le Matapédia. On est bien triste de te perdre. On est content qu'on te souhaite que ta carrière se poursuive et que tu sois réélu, mais quel bilan peut-être tu fais d'avoir été la députée de la Matapédia? C'est sûr, c'est crève-cœur. Je pense l'année passée, au bilan, on devait en parler de la fameuse carte électorale. C'était pas tout à fait officiel. Là, ça l'est, en effet. Je ne pourrai plus représenter la Matapédia, malheureusement. Je suis originaire d'ici, les gens le savent. J'habite la Matapédia, j'ai pas vraiment l'intention de quitter. Alors, c'est assez crève-cœur, mais je pense que le travail qu'on a fait, puis Pascal l'a dit tout à l'heure, sa plus grande fierté, c'est le service aux citoyens qu'on fait au quotidien. C'est la même chose à mon bureau. Le nombre de personnes qu'on a aidées dans la Matapédia depuis 5 ans. Puis si on se rend en octobre, je vais pouvoir dire depuis 6 ans. C'est vraiment ça la plus grande fierté d'avoir croiser des gens dans la rue qui nous servent puis qui se mettent à pleurer parce qu'on a aidé à changer leur quotidien. Oui. Ça, c'est vraiment... on se dit, c'est pour ça qu'on fait ce travail-là. Alors, je pense que je vais partir avec quand même le cœur léger parce que je suis contente du travail qu'on a accompli, mais en effet, ce sera une année de choix. Chantal l'a bien dit, une grosse année au niveau du fédéral parce que le gouvernement est complètement dysfonctionnel. Les ministres tombent comme des mouches à l'heure actuelle, au moment de l'enregistrement. C'est une grande journée. Oui, c'est ça, oui. Alors ça fera probablement du bien de ramener les gens aux urnes et de leur offrir ce choix-là parce que, j'en parlais, c'est complètement dysfonctionnel à Ottawa aussi, au Parlement. Alors, il y aura des choix à faire. Ce sera une année de changement aussi. Bien, moi, je vais te remercier en même temps, Pascal, parce que c'est... Merci à vous deux, parce que vous êtes proche de la population, mais même pour nous, les médias, quand on vous demande des entrevues, vous êtes là, vous êtes disponible pour nous. Puis c'est pas tous les députés qui acceptent les entrevues, et surtout pour un média local aussi. Merci beaucoup de votre ouverture et de vous avoir en entrevue. On parle d'élections fédérales, mais il va y avoir aussi des élections municipales. Alors là, la question, Chantal... Est-ce que tu te représentes pas ou ta décision n'est pas prise encore? À chaque année d'élection, on me pose cette question-là à l'avance et tout, puis moi, je prends toujours la période de l'été pour prendre cette décision-là, parce que pour moi, l'important, c'est de mener à bien le mandat que j'ai actuellement. C'est sur quoi je m'acharne, que je travaille très, très fort. Durant l'été, il y a une petite période plus où on peut prendre un peu de temps pour soi, puis la famille et tout ça. Fait que je prends ce moment-là pour bien réfléchir, puis voir... Parce que pour moi, c'est important de voir si moi, j'ai toujours la flamme, si j'ai toujours
toujours ce petit... parce que faut que ça brûle en dedans. Si ça brûle pas, je dis pas que je pourrais pas le faire si ça brûlait pas, mais je pense que je le ferais pas de la même façon. Et c'est là où ce que j'aurais peut-être pas le désir de poursuivre si cette petite flamme-là, pour moi, était plus là. J'adore ce que je fais, j'adore les gens avec qui puis pour qui je le fais. Fait que je pense mes collègues, puis je la vois cette flamme-là chez eux aussi, fait que je pense qu'ils savent très bien de quoi je parle. Puis c'est la même chose dans tous les métiers, je pense. Oui, fait que pour répondre à la question de façon plus concise, je vais prendre mon petit repos cet été, puis à l'automne probablement que j'aurai la réponse. Parfait, je l'ai pas aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On va s'en parler de toute façon. Sûrement, oui, effectivement. De toute façon, on va couvrir les élections, donc on va s'en reparler de tout ça. 2025, il y a une belle nouvelle en 2025. Christina, tu vas être maman. Oui. On le sait. Je veux qu'on revienne là-dessus parce que il y a beaucoup de députés qui ont fait des sorties. On a vu des reportages à la télévision. Être enceinte, être maman et être en politique. Et là, je vous pose la question, en 2024, ça peut être pour la paternité aussi, Pascal, parce que maternité, paternité et politique, est-ce que ça se mélange? J'aimerais dire oui. Je pense que la réponse est oui, mais ça prend des sacrifices. Il faut être bien organisé. Nous, on a, en tout cas dans notre région, je pense qu'on a une variante qui s'ajoute, le fait d'être très loin, en tout cas pour moi, d'Ottawa, les déplacements que ça implique, le temps que ça implique, c'est un grand défi. Donc, je le vis pas encore. Je vais pouvoir peut-être vous en parler après la naissance de mon enfant. Et je pense en politique, on est des gens performants en général qui veulent bien faire les choses. Alors, on veut continuer d'être une bonne politicienne, mais aussi d'être une bonne maman, d'exceller dans les deux rôles. Et des fois, c'est pas toujours compatible. Donc, il y a des choix à faire. Il y a des deuils aussi à faire. Donc à suivre. Je me souhaite le meilleur. Puis je souhaite que toutes les femmes qui veulent faire de la politique ne s'empêchent pas de le faire si elles veulent être maman aussi. Je pense qu'on peut concilier les deux, puis les gens sont de plus en plus prêts à ça. Même chose pour la paternité. On voit le chef de Québec solidaire partir en congé parental. Donc, c'est de plus en plus présent quand on a des jeunes personnes en politique. Mais ça vient pas sans sacrifice, ça c'est certain. Puis, il faut apprendre à conjuguer avec tout ça. Tout à fait. Je veux d'abord remercier Christian pour tout son travail dans la Matapédia depuis 2019. Travail important, travail impressionnant. C'était la première fois qu'on avait une femme députée fédérale et c'est la plus jeune aussi. Et ça a été vraiment un plaisir de travailler avec elle pour la Matapédia et je sais comment c'est difficile quand c'est pas nous qui faisons le choix, c'est le directeur des élections fédérales. Alors, c'est très triste. C'est souhaitable que tant à l'Assemblée nationale qu'en politique municipale ou qu'à Ottawa, il y ait des gens de toutes les générations, de toutes les conditions, qu'il y ait des parents aussi qui vivent cette réalité-là, qui peuvent en parler, améliorer les projets de loi. Moi, c'est une réalité que je ne vis pas. J'ai pas d'enfants, j'en aurai pas non plus. C'est un choix qu'on a fait, mais je veux entendre parler des parents, je veux les entendre nous parler des politiques qu'on propose si elles sont adaptées à la vie moderne. L'Assemblée nationale a fait beaucoup d'efforts dans les dernières années, mais il y a une variante qui ne change pas. C'est la présence qu'on doit faire à Québec puis la distance. Alors ça, souvent, les députés, puis même ceux qui n'ont pas de jeunes enfants, vont trouver très dur de faire la route à chaque semaine pour aller à Québec ou aller à Ottawa. Et c'est ça qui use beaucoup, je pense. Alors, je sais qu'à Ottawa, il y a des votes virtuels des fois. Québec, on n'a pas ça, donc on peut encore faire mieux, mais c'est vraiment un engagement total, la vie politique. Là, il y a des renoncements à faire. J'en sais quelque chose, mais j'ai toujours cette passion-là. Et vous ne m'avez pas posé la question si j'allais être candidat à la prochaine élection. C'est pas en 2025, les mais élections, à titre préventif, je vais quand même le dire. Je serai candidat en 2026. Et s'il y avait une élection aujourd'hui, selon les projections, on changerait de gouvernement. J'ai envie d'y participer. Tout à fait. Alors, je touche du bois, puis j'y travaille. Ben, parfait, ça. Donc, on a déjà notre couple. J'attendais la question, mais pas venue. Mais c'est en 2026. Oui. Mais on aura déjà notre couple de 2026. Il y a déjà un candidat sur les rangs pour 2026. Donc, là, le temps, c'est déjà terminé. Il faut déjà mettre fin à cette belle émission.
fantastique de faire le bilan, comme je l'ai mentionné. C'était la dernière fois que je vous recevais, vous trois. Oui, parce qu'on sait que sinon, elle ne sera plus la députée. On va pouvoir se rencontrer quand même de façon différente. Ben, le prochain bilan, ça sera, sera pas vous trois qui vont avoir autour de la table. Fait que c'était un plaisir de travailler avec vous, de vous connaître, de vous côtoyer, puis d'être votre visibilité, parce que nous, en tant que médias, c'est de donner votre visibilité à ce que vous faites, à votre travail, tout ça. Ben moi, je vais vous souhaiter une bonne année, la télévision communautaire. Merci. Parce que si on vous avait pas, je ne sais plus par qui on serait couvert dans Matapédia. Honnêtement, vous êtes un média qu'on apprécie, qu'on veut conserver. Puis moi, je pense que vous faites de la bonne télévision, des bonnes nouvelles locales. Longue vie à la TVC. Ben, merci beaucoup. Je suis d'accord avec Absolument. Tout bonne est là. année. Puis Tout bonne est année là. à vos téléspectateurs aussi. Merci. Si nous Dont nous écoutez. sommes. Oui! C'est ce qui complète ce bilan.